Alors bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde est connecté. On voit en fait sur l'écran qu'il y a encore des participants en attente. Voilà, normalement tout le monde a dû arriver. Je crois que vous êtes 88. On a à peu près 250 inscrits. D'abord bonjour à tous, hein. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Voilà, vous êtes 88 actuellement et on a 269 inscrits, je crois, si je ne me trompe pas. Mélodie, c'était ça le C'est dernier bien ça. score. Bonjour à tous. Voilà, donc on va encore attendre, si vous le voulez bien, encore quelques petites minutes, pas longtemps, une ou deux, pour qu'un maximum de personnes puissent être présentes et démarrer ce webinaire du 50 de Londres sur les compétences spécialisées. Voilà, ça monte doucement. Voilà, 90. Allez, dès qu'on est à 100, on démarre. Ça, c'est un chiffre rond. 92, ça arrive. Bon. Alors, il n'y a pas de son. Normalement, c'est bon, parce que tout le monde m'entend. Normalement, ça devrait être bon. Alors, comment je fais pour répondre aux questions? Bonjour à vous. Il n'y a pas de son. Bonjour. Allez, c'est bon. A priori, c'est OK pour le son. Ok. Ah ouais, parfait. Alors, eh bien, on est 101. Donc, le seuil de 100 a été franchi. Et donc, nous allons pouvoir démarrer avec Mélodie tout de suite. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du rendez-vous aux 50. Alors, vous savez que en raison du Covid, on a été obligé de s'adapter un petit peu à des nouvelles modalités de réunions et donc elles ne sont plus en physique mais elles sont en virtuel. Par contre, dès le mois de septembre, on va reprendre nos rendez-vous et puis on va conserver ces bonnes habitudes puisque la plupart des rendez-vous 50 seront désormais à la fois physiques mais également en ligne, digital. Voilà. Donc on va pouvoir tous se revoir d'ailleurs, je le précise, aux universités d'été. Je ne sais pas si vous avez vu passer la communication, mais maintenant les universités d'été se maintiennent et donc on sera tous présents au Palais des Congrès les 2, 3, 4 septembre. Donc on aura le plaisir de pouvoir se recroiser et de boire un verre, ça c'est certain. Et puis on poursuivra à partir de septembre nos rendez-vous aux 50 à la fois en physique et en ligne. Alors, on va démarrer tout de suite, donc avec Mélodie Eber-Adgar, qui est une permanente au sein du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, qui est juriste et qui est en charge des compétences spécialisées, puisqu'on s'est dit qu'il fallait avoir une spécialiste pour vous accompagner dans ces problématiques. Alors, si Julien peut avancer les slides pour qu'on puisse voir le slide suivant, ça serait super. Voilà, parce que là, ça ne bouge pas, on reste sur l'écran de départ. Qui c'est qui passe les slides c'est Julien? Non, alors c'est en train d'être mis en route. Il y a eu un petit bug, je crois. Ça devrait Voilà. être vite rétabli. Alors, pas de slide. Bon, eh bien, ça va être simple. Parce qu'on a fait des beaux graphiques. Enfin, Mélodie a fait des super graphiques. Ça serait dommage qu'on puisse pas On les peut voir. commencer par présenter les membres de la commission déjà. Ouais, alors, il y avait une belle slide avec leurs photos. Ça va être plus simple. Oui, alors on la passera quand même parce qu'elle est belle et puis on les a tous en photo, donc c'est plus sympa. Mais du coup, on peut déjà. Laurent, je vous laisse. Alors, absolument, merci Mélodie. Donc on a créé une commission compétences spécialisées au sein de l'Ordre des experts comptables Conseil régional. Et il existe également une commission au niveau du Conseil supérieur. On va vous expliquer un peu tout ça, comment ça s'organise entre le Conseil supérieur et le Conseil régional. C'est un peu compliqué encore en ce moment, mais on va réussir à se caler dans le temps. J'ai pas de doute là-dessus. Alors au niveau du Conseil régional, la commission qui a été créée regroupe Virginie Roitman, qui est la présidente de la commission du
tableau et de l'exercice illégal. Cécile de Saint-Michel, qui est la présidente de l'ASFOREF, l'organisme de formation que vous connaissez bien. Emmanuel Cordier, qui est élu au sein de notre conseil régional. Gilles Gambaro, qui s'occupe de l'accueil des jeunes confrères. Donc voilà. Et Philippe Messica, qui est trésorier de l'Ordre des experts comptables. Au dernier conseil, on a fait un appel à volontaires et ils se sont manifestés pour être membres de cette commission qui va étudier vos demandes de reconnaissance de compétences spécialisées. Voilà, donc on va les recevoir. On va vous expliquer comment ça marche. Hein, le plan de cette présentation, c'est une présentation en fait du process à suivre pour pouvoir faire une reconnaissance par l'ordre de vos compétences spécialisées. Donc, quelles sont les conditions à remplir et comment ça fonctionne, comment on organise le processus. Quels sont les critères pour pouvoir avoir une compétence reconnue et quelles sont les solutions que vous pouvez adopter une fois que vous avez eu ce label délivré par l'ordre de compétences spécialisées reconnues par l'ordre. Voilà, donc est-ce qu'on a réglé ce petit problème d'affichage de support ou toujours pas? Ça devrait pas tarder si tout va bien, mais écoute, sinon je propose qu'on commence à spoiler du coup un petit peu et qu'on lance la présentation et puis les slides arriveront par la suite. Ça marche, vas-y Mélodie. Alors pour les compétences spécialisées, pour vous présenter un peu, c'est tout d'abord la loi Pacte qui a permis cette possibilité aux experts comptables de reconnaître leurs compétences spécialisées. Ces détails ont été ensuite peaufinés notamment par un arrêté, mais qui est du coup l'arrêté du 17 avril 2020, qui porte agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts comptables. Donc cet apport, c'est donc la nouveauté qui a été intégrée par la loi Pacte et précisée par la suite. Pour vous expliquer en grande ligne, on va diviser par des questions la présentation. Tout d'abord, la question de qui peut faire la demande. La demande de reconnaissance des compétences spécialisées est faite par l'expert comptable, mais personne physique, non les personnes morales, et il le fait auprès du CRO auquel il est inscrit à titre principal. Cet élément est assez important, notamment aux conditions qui sont à vérifier. Tout d'abord, l'expert comptable doit vérifier deux conditions avant d'introduire sa demande. C'est qu'il est à terme au niveau de ses cotisations professionnelles, mais également sa couverture d'assurance. Voilà, les slides arrivent au même moment, donc vous pourrez suivre plus facilement et voir nos schémas. Concernant les cotisations professionnelles, comme je vous ai dit, et les couvertures d'assurance. Le critère de la couverture d'assurance est d'autant plus important que l'expert comptable doit vérifier que lorsqu'il va demander sa demande de reconnaissance donc de sa spécialité, il devra vérifier qu'elle est bien prise en compte par son assureur. La demande pourra être faite via une plateforme qui est dédiée et qu'on vous présentera par la suite, grâce à laquelle vous pouvez connecter grâce à votre compte expert. Sur le slide suivant, nous vous proposons donc… Alors, juste, Mélodie, une petite précision en ce qui concerne l'assurance. Je rappelle juste un point, c'est que vous êtes évidemment couvert pour toutes les prestations que vous réalisez dans le cadre de vos relations avec vos clients. On nous pose souvent la question, mais il n'y a pas besoin qu'il y ait une facturation pour qu'il y ait une couverture d'assurance. Vous pouvez très bien établir un prévisionnel à un client ou établir un document pour un client sans nécessairement le facturer spécifiquement, dès lors que vous êtes en relation avec votre client, tout en étant couvert, évidemment, par l'assurance. En ce qui concerne la reconnaissance de compétences spécialisées, dès lors que vous êtes dans… Alors, évidemment, là, tout ce que je viens de vous dire, c'est dans l'hypothèse où vous avez recours au contrat groupe. Vous savez, le contrat groupe qui a été négocié par le Conseil supérieur avec un courtier. Donc, si jamais c'est pas le contrat groupe, il faut vous assurer que votre assureur respecte les mêmes conditions. Et donc, en termes d'assurance, évidemment, si vous êtes couvert par le contrat groupe, toutes les prestations que vous pourriez réaliser en tant que conseil spécialisé grâce à cette reconnaissance de compétences que vous pourriez demain demander seront évidemment dans le champ de la couverture sans aucune difficulté. Il n'y a pas besoin de faire des ajouts complémentaires. Voilà. Je te laisse poursuivre, Mélodie. Oui, alors du coup, qu'est-ce qu'une compétence spécialisée?
la compétence spécialisée peut être sur deux fondements. Soit elle sera technique, du coup, ça sera relative à une compétence technique propre à l'activité. À titre d'exemple, la transmission et l'évaluation, mais on vous présentera d'autres exemples juste après. Et également tout ce qui est sectoriel, donc ce qui est lié au secteur économique de son activité. Une fois qu'il a choisi sa compétence spécialisée, du moins la catégorie, il faut choisir la dénomination. Donc sur ce slide suivant, qui arrive, voilà, vous avez une liste qui est une liste qui a été présentée par le CSO, qui est une liste qui n'est pas limitative et qui sera mise à jour au fur et à mesure des demandes qui seront présentées par les experts comptables. Donc, vous avez au titre des compétences techniques, l'accompagnement à l'international, l'accompagnement des startups, audit de systèmes d'information, compte IFRS, conseil patrimonial, évaluation, gestion des risques, responsabilité sociétale des entreprises, transmission, cession, acquisition. Au titre des compétences sectorielles, vous avez également la liste sur les agricoles, associations, assurances mutuelles, banques. Et voilà, vous avez le développement par la suite. Mais bien sûr, ça sera peaufiné avec le temps des demandes. Alors, ce qu'on peut... Vas-y, Mélodie, donc tu voulais compléter quelque chose ou... Non, c'était bon là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par principe, toutes les compétences que vous pourriez souhaiter voir reconnaître par l'ordre, qu'elles soient techniques ou sectorielles, sont possibles. D'accord, il n'y a pas d'interdiction. Le principe a été de laisser à chacun la possibilité de faire une demande de compétences, de reconnaissance de compétences spécialisées, quel que soit son domaine. Un certain nombre d'entre elles ont été déjà identifiées par le Conseil supérieur et sont préinscrites, c'est-à-dire en fait, lorsque vous allez vous connecter sur le site pour faire votre demande, celles qui apparaissent à l'écran seront déjà proposées. Alors que si vous voulez faire une reconnaissance de compétences en matière de conseil patrimonial, eh bien, vous aurez qu'à sélectionner conseil patrimonial et ça sera beaucoup plus simple et plus rapide. Mais si vous voulez faire une reconnaissance technique ou sectorielle dans la liste qui n'est pas dans la liste préétablie, c'est tout à fait possible. Il y a une case qui va apparaître et qui sera ma demande spéciale, et vous allez pouvoir indiquer quelle est la reconnaissance, enfin la compétence que vous souhaitez mettre en avant dans votre communication. Voilà. Donc celles-ci sont proposées, mais évidemment il y en a d'autres qui seront tout à fait possibles. C'est complètement ouvert et le texte ne prévoit pas d'interdiction par principe. D'accord, c'est ensuite à l'ordre d'estimer, selon une grille de lecture dont on va vous exposer le processus, si cette demande est légitime et peut être acceptée ou pas. Voilà comment ça va marcher. Je te laisse poursuivre. Oui. Alors là, justement, vous avez un détail, vous avez plus de précision sur la procédure. Lorsque vous allez vous connecter donc à la plateforme dédiée, vous allez avoir une première étape qui est la préparation de votre demande. Vous allez donc avoir une liste d'informations sur les documents à préparer, les justificatifs, que ce soit par rapport à la formation, l'expérience, vos diplômes ou d'autres éléments que vous voudrez rajouter en plus. Une fois que vous préparez vos documents, vous avez le choix de sélectionner donc votre compétence spécialité en deuxième étape, soit donc comme vous avez dit Laurent, celles qui sont déjà proposées, ou bien de choisir une dénomination que vous proposez, donc une nouvelle dénomination. La nouvelle dénomination, conformément au texte, nécessite, il y aura un avis consultatif du CSO sur cette nouvelle dénomination, avec la possibilité d'un avis qui est positif, d'un avis sur une autre proposition de dénomination, éventuellement si la dénomination est plus stricte, proposer une dénomination plus large, ou bien un avis qui sera négatif, mais du coup, qui passe quand même à une deuxième étape. Sur le slide suivant, vous avez du coup le moment où l'expert comptable est amené à renseigner sa demande. Lorsqu'il renseigne sa demande, il choisit à quel titre il va fonder cette demande de reconnaissance en compétences spécialisées. Elle peut être soit sur l'expérience, soit sur la formation, soit sur un mix des deux. Lorsqu'elle est basée sur une formation, il va justifier donc de cette demande de reconnaissance en joignant à sa demande un diplôme, un certificat ou une qualification, en faisant état de 120 heures de spécialité avec une appréciation plus ou moins souple. 120 heures, c'est une généralité, ça peut être 110 heures, 130 heures, cela dépendra
du coup du diplôme obtenu, qui doit être obtenu dans les 5 ans pour que la demande soit basée uniquement sur la formation. Lorsqu'elle est basée sur l'expérience, il est demandé une pratique dans la spécialité d'au moins 10% de l'activité professionnelle par an, mais surtout avec une diversité de missions. Il faudra également justifier que ce n'est pas uniquement cette activité professionnelle qui est exercée dans le cas pour l'expert comptable. Et il peut également compléter par d'autres éléments tels que un investissement dans des associations, dans des organisations et clubs professionnels, mais également des travaux de recherche, publications, des formations qui seraient conçues, dispensées ou des études qui seraient réalisées dans le domaine de la spécialité demandée, sachant que pour les experts comptables qui sont nouvellement inscrits, ils peuvent justifier au titre d'expérience la période de stage pour faire leur demande de reconnaissance. Et sur le dernier critère, donc sur l'expérience et formation, il s'agira plutôt d'une demande qui sera mixte, aussi bien sur le diplôme, notamment lorsque le diplôme a été obtenu depuis plus de 5 ans, vous pouvez également apporter des éléments sur l'expérience. Voilà. Alors, ce qu'on peut rajouter, Mélodie, c'est que, évidemment, la demande est faite par personne physique, d'accord, hein, une personne morale ne peut pas faire une demande de reconnaissance de compétences spécialisées. Donc, ce sont que les experts comptables inscrits à titre personne physique qui peuvent en faire état. Et donc, évidemment, quand on parle de 10% de l'activité professionnelle, on parle de 10% de l'activité professionnelle de l'expert comptable ou de l'associé de la structure qui doit justifier qu'à titre personnel, en ce qui le concerne, il a une pratique dans la spécialité demandée. Donc, si par exemple vous demandez une spécialisation en gestion de patrimoine, il va falloir que vous démontriez que vous-même générez au moins 10% de votre activité professionnelle dans ce domaine de la gestion de patrimoine. Si on est sur un secteur d'activité, eh bien, il faut que vous ayez au moins 10% de votre production qui soit dans ce secteur d'activité. Voilà comment ça va marcher. Lorsqu'on fait une demande, c'est soit évidemment, comme l'a expliqué Mélodie, sur la base d'un diplôme. Évidemment, vous pouvez très bien avoir eu un diplôme sans avoir nécessairement exercé ensuite derrière. C'est pour ça qu'on souhaite, lorsque le diplôme a plus de 5 ans, qu'il soit corroboré, complété par une pratique réelle de la spécialisation demandée. D'accord, l'idée, c'est pas de faire des demandes de spécialisation qui partent dans tous les sens. On rappelle, je ne sais plus si tu l'as dit, Mélodie, mais on ne peut pas faire une demande qui dépasserait 3 spécialisations par expert comptable, personne physique. Déjà, 3, c'est un chiffre important. Lorsqu'on est en général spécialisé, c'est rarement dans plusieurs domaines. On est souvent spécialiste que d'un seul domaine. Bon, on peut monter jusqu'à 3 spécialisations par personne physique. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez faire jusqu'à 3 demandes. Évidemment, chacune d'entre elles doit être justifiée soit par une formation adaptée, soit par une expérience qu'il est possible de justifier pour pouvoir appuyer cette demande et que ce dossier sera étudié par le conseil régional. Mélodie, je te laisse poursuivre. Merci Laurent. Oui, alors sur le slide suivant, si c'est possible. Merci. Alors sur le dépôt de la demande. J'ai une petite question, je t'interromps parce que voilà, oui. On a Gérard Jeannet, un confrère, qui nous demande si c'est une expérience sectorielle acquise dans le cadre du CAC. Alors, évidemment, je pense que ça ne pose aucune difficulté. Évidemment, la question, c'est de savoir si, en tant que professionnel, dans la diversité de toutes les missions que vous pouvez exercer, vous êtes capable de démontrer que vous avez effectivement une connaissance particulière d'un secteur d'activité, que ce soit à la fois dans des missions d'expert comptable ou dans des missions d'audit légal ou contractuel, vous pouvez exercer en votre qualité de commissaire aux comptes. Ce qu'on souhaite, c'est que dans la pratique, on ait évidemment la possibilité de démontrer la compétence particulière dont vous voulez vous prévaloir en faisant cette demande. Donc pour moi, il n'y a aucun problème à ce que la compétence sectorielle soit acquise dans le cadre de mandat de commissariat aux comptes, bien évidemment. Alors je te laisse poursuivre, Mélodie. Oui, alors la prochaine étape est le dépôt de la demande. Lorsque l'expert comptable remplit ses informations au fur et à mesure, il peut aussi bien déposer le dossier tout de suite ou soumettre la demande plus tard. Il aura le temps de revenir dessus. Toutes les informations qui auront été saisies restent enregistrées. Une fois que le dossier est complet, il décide de le soumettre donc au CRO, auquel il est inscrit à titre principal.
et le CRO sera amené à vérifier l'éligibilité des pièces et notamment s'il faut des informations complémentaires. Dans ce cas-là, le CRO va remplir des questions et l'expert comptable recevra une notification qui lui permettra de remplir les compléments d'information. Une fois que le dossier donc est complet, c'est la phase de l'instruction du dossier. Le dossier est prêt à être instruit et l'expert comptable recevra à ce moment un accusé de réception du dossier par courriel. Une fois donc l'instruction finie, la décision sera envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, lui disant ce qu'il en est de sa demande de reconnaissance de compétences spécialisées. Alors là, vous avez un schéma assez global sur toute la procédure. Donc, l'expert comptable, personne physique, les critères sur le fait qu'il doit avoir son assurance à jour, que les cotisations soient également à jour, le choix de la compétence spécialisée technique ou sectorielle. Une fois qu'il a choisi le type de compétence, et c'est le moment où il choisit l'intitulé. L'intitulé est déjà est proposé, donc il arrive directement à la suite. Dans le cas où c'est un nouvel intitulé, il y a l'avis du CSO sur cet intitulé et la procédure reprend au niveau où il doit renseigner son expérience ou bien sa formation, ou bien il s'agit d'une demande fondée sur les deux, avec des informations complémentaires. Si besoin, donc un retour pour des compléments d'information. Une fois que tout est bon, le dossier est envoyé et déposé, l'instruction du dossier et pour finir, la décision qui lui est notifiée. Alors, sur le slide suivant. Oui. Alors, Julien, si tu peux revenir un petit peu en arrière pour compléter ce que vient de dire Mélodie. Voilà. Alors, aujourd'hui, le processus qui est proposé par le site internet est un peu différent. C'est-à-dire que le Conseil supérieur bloque les demandes lorsque la commission qu'ils ont créée au sein du CSO estime que la compétence n'est pas acceptable. Malheureusement, ce processus qui a été mis en place à l'heure actuelle ne répond pas au texte. C'est-à-dire qu'en fait, le législateur a souhaité que ce soit les conseils régionaux qui soient en charge de donner ou pas la reconnaissance de la compétence spécialisée. Et donc, la position du Conseil supérieur, qui est légitime en ce sens qu'elle a pour vocation d'homogénéiser les pratiques au sein des différentes régions. Hein. Il ne s'agirait pas que demain, à Paris, on accepte certaines compétences qu'on n'accepterait pas à Marseille ou à Bordeaux ou ailleurs. Donc, l'idée, c'est qu'il y a à un moment donné le filtre du Conseil supérieur. Malheureusement, le Conseil supérieur n'a pas le pouvoir d'interdire ou de bloquer ou de refuser ou d'accepter une reconnaissance de compétences spécialisées. C'est le conseil régional, à la demande de la DGFiP, puisque évidemment c'est le conseil régional qui est en charge de l'administration et de la gestion au quotidien de la profession, qui a seul cette responsabilité. Dans l'hypothèse où le confrère qui a fait une demande serait refusé, eh bien il aurait à ce moment-là la possibilité de traduire le conseil régional devant le tribunal administratif pour faire valoir sa position. Donc évidemment, c'est au conseil régional de prendre la décision ou pas d'accepter ou de refuser une demande qui est faite par un confrère. Donc si on revient sur le petit slide avant, on est aujourd'hui en fait dans une situation alors qui est un démarrage, hein, c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'huile à mettre dans les rouages, où on demande en fait à ce que le conseil supérieur ne bloque pas le dossier lorsque l'avis est négatif, mais bien émette un avis négatif, et ensuite le dossier arrive entre les mains de Mélodie, avec l'avis négatif du Conseil sup, donc, ce qui est a priori pas une bonne chose dans votre dossier, hein, si le Conseil supérieur s'est prononcé contre cette reconnaissance de compétences spécialisées, et vos chances qu'elle soit reconnue par le Conseil régional sont quand même beaucoup plus faibles que si ce n'était pas le cas. Mais on va essayer de se mettre d'accord sur une sorte de grille de lecture, hein, parce que bon, évidemment, tout ça c'est nouveau, donc il faut qu'on avance et puis on va essayer de travailler ensemble. L'objectif, c'est évidemment de donner satisfaction à un maximum de personnes, mais il va bien falloir qu'on fixe des règles. Et ces règles aujourd'hui, elles sont en discussion entre le Conseil supérieur et le Conseil régional, de telle sorte que ça fonctionne de manière simple, sans a priori, et surtout de manière la plus objective possible. Hein, ce qu'on veut éviter, c'est les appréciations subjectives qui pourraient être émises par l'un ou l'autre des membres qui estimerait que cette
dénomination ou ce secteur d'activité n'a pas à faire l'objet d'une reconnaissance, ça n'aurait pas de sens. Il faut qu'on ait une grille de lecture qui soit claire et transparente pour que chacun puisse comprendre qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une reconnaissance de compétences spécialisées et qu'est-ce qui ne peut pas en faire l'objet. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir cet avis consultatif du Conseil supérieur. Lorsque l'avis est rendu, le dossier arrive entre les mains de Mélodie avec l'ensemble des documents qui vont vous permettre d'étayer votre demande, parce qu'évidemment, au niveau de l'avis, c'est-à-dire qu'au niveau avis consultatif du CSO, les seuls documents que vous avez fournis sont votre demande de reconnaissance spécialisée sans fournir aucun document. D'accord. Vous n'avez ni indiqué pourquoi vous estimez que ce domaine d'activité ou cette spécialisation mériterait d'être reconnue. Vous avez juste fait une demande en indiquant je veux être DAF externalisé ou je veux être spécialisé en matière de boulangerie. Voilà. Et lorsque vous avez fait cette demande, vous n'avez pas appuyé celle-ci de justificatif. Là, l'avis du Conseil supérieur permettra d'avoir une première indication. Ensuite, vous complétez, si vous le souhaitez, en poursuivant la démarche avec un avis négatif, ce qui n'est pas, comme je viens de vous le dire, une bonne nouvelle, mais enfin bon, ça ne veut pas dire nécessairement que votre dossier sera refusé. Derrière, vous justifiez pourquoi vous estimez que c'est quand même une compétence que vous pouvez obtenir, et dans ces cas-là, votre dossier est validé et déposé. On va l'instruire, et il y aura une décision qui sera rendue. Alors évidemment, on ne va pas l'instruire uniquement sur papier, Mélodie et les membres de la commission ensemble. On va faire l'effort de se rapprocher de vous appeler, d'échanger, de discuter et d'essayer de comprendre pourquoi et vous expliquer pourquoi on pense que c'est pas une bonne idée cette reconnaissance de compétences spécialisées ou pourquoi il en faut une autre. Donc voilà, donc il y a un double filtre. Un premier filtre qui est l'avis du Conseil supérieur, et puis un deuxième filtre qui est celui du Conseil régional. On ne veut pas que ça parte dans tous les sens, mais on respecte les textes. Et les textes nous disent que la liberté est totale pour l'ensemble des confrères. Donc si vous souhaitez faire une demande qui pourrait sembler farfelue à certains, si elle respecte l'esprit de la loi, il n'y a aucune raison de vous la refuser. Voilà un peu le principe et voilà la manière dont il faut que ça fonctionne à partir d'aujourd'hui lorsqu'on va faire vos demandes. On a déjà pas mal de demandes, on va en parler tout à l'heure. Je laisse Mélodie poursuivre l'exposé. Alors, juste Laurent, je me permets de préciser un élément que je n'ai pas encore précisé. Dans le cadre de la commission, il est possible que l'expert comptable puisse venir devant la commission et expliquer. Dans le cas où on voudrait justement lui poser plus d'informations, il pourra venir, ce sera une sorte d'audition, il pourra venir présenter mieux sa demande de reconnaissance de compétences spécialisées. Alors, Donc, du coup, Mélodie, je t'interromps, j'ai quelques questions oui. sur le chat. Oui. Est-ce que cette reconnaissance de compétences spécialisées pourra s'appliquer aux diplômés d'expertise comptable qui travaillent en entreprise? C'est que depuis quelques mois, on peut reconnaître les experts comptables en entreprise. Ils peuvent s'inscrire sur une liste annexe. Est-ce qu'ils peuvent faire une reconnaissance de compétences spécialisées lorsqu'ils sont experts comptables en entreprise? Je pense qu'on n'a pas la réponse. Et à mon sens, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Mais je m'avance un peu parce que là, c'est pas clair. Je ne sais pas si la question a été posée au Conseil supérieur. Non, la question, on ne l'a pas encore posée, mais du coup, on va la poser. Mais si les conditions le permettent, ça devrait pouvoir être. Exactement. Alors, on va pas dire que la question elle est vite répondue, mais on va dire qu'elle sera plutôt répondue plus tard. Mais a priori, je vois pas pourquoi on pourrait pas, en étant expert comptable d'entreprise, avoir une compétence spécialisée. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Après, on nous pose une question. Donc, c'est Laurence qui me demande pourquoi, enfin qui nous demande, Mélodie et moi, pourquoi les intitulés CSE et DAF externalisés ne figurent pas dans la liste. Est-ce inutile de les proposer au CSO et au CRO car ils auraient déjà été écartés? Excellente question, Laurence. La première liste est une liste qui fait un peu consensus. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne pose pas de difficultés, personne ne se pose de questions, tout le monde se dit ok, c'est ok, il n'y a pas de problème, conseil patrimonial. Voilà. C'est quoi l'état d'esprit de cette réforme? C'est de dire que l'expert comptable a un cœur de métier et on souhaite qu'il puisse, grâce à ce process de reconnaissance de compétences spécialisées, aller sur des marchés qu'il n'aurait pas de manière naturelle et légitime. Voilà, c'est ça l'idée qui sous-tend cette réforme. Est-ce que on peut reconnaître CSE et DAF?
à mon sens, il n'y a évidemment aucune raison de ne pas reconnaître CSE et DAF. Voilà. Par principe, si vous faites des missions de DAF externalisées, c'est une expertise particulière qui n'est pas celle qui est couramment pratiquée par les experts comptables, qui se réalise à travers une mission qui est un peu différente que les missions traditionnelles que l'expert comptable fait. Et donc, dès lors que vous avez ce type de mission à titre personnel, il n'y a pas de raison de les écarter. De la même manière, on a reconnu dans la liste les associations. Évidemment, si vous êtes expert comptable de CSE ou si vous intervenez régulièrement dans l'examen des comptes, le droit d'alerte des CSE, c'est là aussi une expertise particulière et il n'y a pas de raison de ne pas non plus la reconnaître. Donc, c'est pas parce que c'est pas dans la liste que nécessairement votre demande sera écartée. D'accord? Le fait que ça soit dans la liste, c'est qu'il y a un a priori particulièrement positif et cette liste a vocation à s'élargir au fur et à mesure des demandes qui vont être faites. Donc, dès lors qu'il y aura une demande de DAF externalisée qui va arriver et que celle-ci sera acceptée, eh bien, la demande suivante sera faite directement sur une liste incluant la demande de DAF externalisée qui aurait déjà été acceptée. Vous voyez, le principe, c'est que cette liste, elle grossisse au fur et à mesure des demandes des confrères faites directement sur le site. Donc, voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on travaille. Donc l'idée, c'est d'avancer ensemble et d'essayer de trouver les bonnes solutions. Alors après, j'ai une question. Est-ce qu'il sera autorisé aux experts comptables de publier, de dire qu'on est spécialisé dans tel ou tel domaine? Je crois qu'on parle de ça un peu plus tard, Mélodie, non? Oui, c'est ça. Voilà. On développe juste par la suite. Du coup, il y aura la On va y réponse en détail. revenir. Alors, Patrick Edrey, salut Patrick, je vous remercie de cette question. Est-ce que la conso pourra être connue? Alors, si tu veux, Patrick, je vais te faire un peu de suspense, je vais te laisser attendre, je répondrai à la fin. Est-ce qu'il faut être à jour de sa cotise et payer son assurance pour pouvoir faire une reconnaissance de spécialisation? Bah oui, hein. De toute façon, d'une manière générale, c'est bien d'avoir sa cotisation à jour et son assurance payée. C'est un bon réflexe. Le timing entre la demande et le retour, on va y répondre. Alors, il y a le timing entre le dépôt de la demande et l'accusé de réception. Ce sont deux délais qui sont différents. Une fois que vous déposez votre demande, ça dépendra de si la compétence spécialisée était dans la liste ou non, selon l'avis, mais dès lors que le dossier est prêt à être instruit, dans les 2 mois, vous avez un retour, une décision de la commission. Mais ça encore, on le développe mieux par la suite. Parfait. Shakib, il y a Shakib qui me demande si on peut partager le support avec les participants. Oui, bien sûr, il est partagé le support, non? Vous le voyez? Est-ce que vous voyez tout le monde voit le support? J'imagine que tout le monde voit le support, non? Normalement, donc, oui. oui, on vous l'enverra, donc pas de problème. Alors, il y a d'autres questions, mais on va avancer parce que les réponses aux questions qui sont posées arrivent dans les slides suivantes. Vas-y, Mélodie, je te laisse poursuivre. Alors, concernant le recours, face à une décision de la commission, dans le cas où c'est un refus ou une dénomination qui est plus large, donc l'expert comptable a la possibilité de faire un recours, mais comme il s'agit d'une sorte d'acte administratif, le recours est devant le tribunal administratif compétent, toujours dans l'obligation de saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à partir de la décision, donc dès que vous recevez le recommandé décision. Sur le contrôle des compétences spécialisées. Alors, ce contrôle, il y en a un donc, pendant la demande. Donc, le CRO va vérifier l'adéquation de la formation et de l'expérience au vu des pièces qui sont apportées, mais également, l'expert comptable doit faire une déclaration sur l'honneur concernant les pièces qui sont rajoutées. Ça, c'est une des phases du contrôle durant le dépôt, mais il y en a également après. Le contrôle du fond sera lors du contrôle qualité ou bien lorsqu'il y a un contrôle de surveillance de l'article 31 ou lors du contrôle qualité, il y aura plus un contrôle sur les éléments déclarés lorsqu'il y a eu la demande de reconnaissance de compétences spécialisées. Il est important de noter qu'une fois que la compétence spécialité a été reconnue, il y a un maintien de ces compétences. L'expert comptable doit absolument suivre, concevoir ou dispenser
40 heures de formation sur les 5 ans dans le domaine de la spécialité. Ce qu'on peut dire sur ces histoires de contrôle, si tu peux revenir un petit peu en arrière, Julien, ça serait super. Au moment du dépôt de la demande, on ne va pas aller vérifier que ce que vous avez déclaré est exact. D'accord? C'est-à-dire qu'on va vérifier que les justificatifs que vous avez produits, les attestations que vous avez faites sur l'honneur, permettent effectivement de reconnaître cette compétence spécialisée. Vous souhaitez être reconnu comme compétent en matière de gestion de patrimoine. Quel diplôme vous avez? Quelles sont les missions que vous avez pu réaliser dans ce domaine? Quelle est la part du chiffre d'affaires que vous faites en gestion de patrimoine? D'accord? Il ne s'agit pas de dire que vous donnez à vos clients des conseils sur un coin de table entre la poire et le café en matière patrimoniale. D'accord? Donc, est-ce que vous avez réalisé des missions? Est-ce que vous avez des lettres de mission qui vont avec? Voilà, tout ça, il va falloir nous l'expliquer. Il va falloir nous expliquer en quoi vous avez effectivement une pratique habituelle de la gestion de patrimoine, du conseil patrimonial, de l'accompagnement de dirigeants. Quels sont les types de missions que vous avez pu faire et quelle est la facturation que ça génère? Est-ce que ça représente bien 10% de votre activité? On souhaite que la reconnaissance qui soit faite par l'ordre, qui est une demande que vous faites, elle s'appuie sur une réalité, une pratique réelle, concrète. D'accord? Donc c'est ce qu'on va vérifier au moment de la demande, sans s'assurer que ce que vous nous déclarez, effectivement, s'appuie sur des faits réels. Si vous nous dites, voilà, je suis spécialiste en matière d'accompagnement des SS2I, voilà, ça représente 30 dossiers sur les 50 que je suis, que je supervise, donc c'est plus de la moitié de mes dossiers. Voilà, on va pas aller s'assurer que c'est effectivement la réalité. Ça fera l'objet, par contre, au moment du contrôle qualité ou d'un article 31, un article 31, vous savez, c'est lorsque l'ordre soupçonne qu'il y a des pratiques qui sont pas dans les règles de l'art pour un expert comptable, soit les modalités d'exercice, soit des soupçons de couverture d'exercice illégal, ce qui est souvent en vérité le déclencheur principal à l'article 31. À ce moment-là, la possibilité qu'on aille contrôler chez vous la manière dont vous travaillez. Voilà, donc soit le contrôle qualité, soit le contrôle 31. Et évidemment, on va s'assurer, si vous avez fait une demande de reconnaissance de compétences spécialisées, que vous remplissez bien, concrètement, matériellement, ce que vous avez déclaré lors de notre dépôt de la demande. Mais le dépôt de la demande, ça nécessite une instruction de notre part qui dépasse le simple formalisme du document. C'est-à-dire que lorsque vous devez établir une lettre de motivation, il suffit pas de nous écrire que vous êtes super motivé pour être compétent en matière. Voilà, il faut nous expliquer en quoi vous pouvez justifier une compétence particulière. Voilà. Et donc c'est l'examen de ce dossier qui peut éventuellement être complété par un entretien physique ou téléphonique qui permettra de s'assurer que les éléments factuels que vous nous avez apportés permettent de considérer qu'il y a effectivement toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance de cette compétence. Donc voilà les deux niveaux de contrôle. Il y a de grandes chances que le premier soit largement suffisant. Hein. Contrôle qualité, on n'en fait pas suffisamment selon certains, mais on en fait quand même un certain nombre. Et donc c'est pas ça qui sera l'objet réel du contrôle. C'est bien évidemment lors du dépôt de la demande. Voilà. Je te laisse poursuivre, Mélodie. Merci. Alors, c'est là donc les 3 limites de compétences spécialisées par expert comptable. Lorsque l'expert comptable fait sa demande, il peut renseigner tout de suite les 3 dossiers. Lorsque sa compétence spécialisée a été reconnue, il a la possibilité en cours de route de la modifier. S'il estime qu'il ne remplit plus les critères, ou bien qu'il a développé une autre spécialité qu'il voudrait plutôt mettre en avant, il a la possibilité de supprimer sa compétence spécialisée, l'une des compétences spécialisées qui était demandée, et du coup déposer un autre dossier. Ça, c'est en cours de route. Les compétences spécialisées, c'est pour 5 ans. La reconnaissance est valable 5 ans, avec une possibilité de renouvellement après ce délai de 5 ans. Ce qu'il en est, alors sur le slide suivant, c'est ce qu'il en est pour la communication. Dans le cas où l'expert comptable a eu sa demande de compétences spécialisées qui a été favorable et qui peut désormais donc communiquer dessus, il faut savoir que cette compétence spécialisée n'est pas mentionnée au tableau de l'ordre, mais il a la possibilité de communiquer dessus auprès des clients sur les supports qu'il souhaite communiquer. Et donc, dire que c'est un expert comptable spécialisé ou bien spécialiste dans un secteur. Donc, là, je vous ai donné quelques exemples. Donc, secteur agricole, spécialiste de la transmission, cession, acquisition.
Sur l'expert comptable qui n'a pas fait de demande ou dont la demande a été refusée, il n'a pas la possibilité de communiquer dessus en utilisant le terme spécialiste ou spécialisé. Dans ce cas, il y a des risques de poursuite disciplinaire. Pour les cabinets, alors, il y a une nuance, c'est qu'ils ont la possibilité de faire état des compétences spécialisées qui ont été acquises par certains des experts comptables de leur équipe. Donc, la demande viendra toujours des personnes physiques, experts comptables, mais les cabinets d'expertise comptable, eux, pourront en faire état. Alors, comment demander les compétences spécialisées? Donc, c'est quand même l'aspect important des demandes. Vous avez donc une plateforme dédiée à cet effet. Donc, vous avez le lien juste ici, meo.expert-comptable.org. Bien sûr, si vous avez des difficultés dans votre manipulation ou bien des questions que vous souhaitez nous poser après ce rendez-vous 50, vous avez donc l'adresse compétences@oecparis.fr. N'hésitez pas, bien sûr, on vous aidera dans votre démarche. Alors, sur le moment où désormais nous allons faire une simulation de dépôt, donc on va vous présenter la plateforme dédiée, vous expliquer étape par étape comment la plateforme va se dérouler, les informations que vous serez amené à renseigner. Bien sûr, nous, on ne va pas prendre le temps de tout renseigner, on va juste écrire en dessous pour qu'on puisse passer au champ d'après. Et déjà, ça vous aidera et vous verrez que le site est assez intuitif. Donc, il n'y a pas de souci pour vos demandes. Mais bien sûr, on est toujours là si vous avez besoin. Alors, donc lorsque vous connectez à la plateforme, donc meo.expertcomptable.org, vous allez devoir donc vous connecter avec votre compte expert et vous arrivez sur cette page. Vous avez donc ce que l'on vous a expliqué un peu plus tôt, les différentes étapes, la préparation de votre demande, le dépôt de votre demande, lorsqu'il y aura l'instruction du dossier et les décisions. Vous avez tout qui est expliqué juste ici. Et puis, des développements sur notamment les dénominations, comme on vous a expliqué, la lettre de motivation. Vous serez amené à remplir du coup, des informations qui vous seront demandées. Là, vous avez éventuellement présentation de la motivation, présentation de l'activité professionnelle, indication de l'application dans l'exercice de cette compétence spécialisée. Au titre de formation, les informations que vous serez amené à renseigner, et puis notamment sur l'expérience professionnelle. Vous avez la possibilité de préparer votre demande en amont, les documents et les justificatifs que vous aurez besoin. Ensuite, alors, on va remonter la page. Et dans l'onglet à gauche, vous avez créer une demande. Donc, vous cliquez dessus. Voilà. Et vous avez là les étapes qui sont à droite, où vous avez écrit étape, dénomination de la compétence. Donc, ce sont les différentes phases de la procédure. Vous descendez, donc vous avez toujours ces explications. Voilà. Et là, vous faites suivant. Alors là, vous avez le rappel, comme on a dit tout à l'heure, être à jour de ses cotisations et assurer que l'exercice de l'activité est réalisé au titre de la compétence spécialisée et que le niveau de couverture de risque est bien adapté en conséquence. Là, vous arrivez à la dénomination de la compétence. Sur cet onglet, donc c'est ce qu'on vous avait dit, vous choisissez soit ça sera une compétence technique, soit sectorielle. Donc, on va choisir sectorielle, on clique dessus. Et là, voilà, vous sélectionnez, nous on va sélectionner dans la liste des roulants pour pouvoir justement arriver à la suite, donc on va mettre agricole, mais bien sûr s'il s'agit d'une autre compétence, vous la renseignez et vous aurez la possibilité donc de la soumettre. Donc vous pouvez passer à suivant. Alors, c'est chargé. Bon, ça prend un peu de temps à charger. Bien sûr, là, votre demande est déjà renseignée. Donc, si dès cette étape, vous stoppez, vous aurez normalement la possibilité de revenir dessus. Vraiment, c'est enregistré au fur et à mesure. Alors là, on a noté qu'il y a eu problème avec CompExpert. Alors, on va peut-être essayer de recharger la page. Donc, ça, c'est le profil.
il faut se connecter avec un compte expert comptable. Bon, comme vous avez le déroulant juste à droite, je vais essayer au mieux de vous expliquer. Donc, une fois que vous avez renseigné la compétence, vous avez renseigné donc le type de compétence, vous avez choisi la dénomination qui était déjà dans la liste. Vous arrivez à la phase Est-ce que tu es bien suivante. connecté Je crois que ça m'a déconnecté. Il faudrait que je puisse me reconnecter sur un compte expert. Voilà. Alors, évidemment, hein, comme on est en train de faire une démonstration en direct, c'est normal que ça bug, parce que c'est toujours comme ça. Ça ne marche jamais quand on fait une démo. Sinon, ça serait pas drôle. Bon, vous avez compris le principe. Hein. Est-ce que ça a du sens? Tu crois qu'on aille jusqu'au bout du truc ou non? On va peut-être répondre aux questions. Voilà, on peut continuer sur les autres slides. Et de toute façon, voilà, vous avez l'adresse mail compétences au pluriel @oec-paris.fr. Surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on peut même vous aider dans le faire ensemble. Enfin, voilà, n'hésitez surtout pas. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe, c'est assez simple. Hein, vous suivez le process, cliquez sur suivant. On vous demande de déposer des documents, de faire des sélections des choix. Et donc, évidemment, vous préparez en amont, hein, parce qu'une fois que vous avez lancé le processus, autant aller jusqu'au bout, mais sinon, vous pouvez vous arrêter au milieu, reprendre plus tard. Tout ça, c'est dans votre compte expert, hein, qui est l'identifiant unique qu'utilise aussi bien le Conseil supérieur que le Conseil régional. On a essayé d'éviter de vous demander de créer autant de mots de passe qu'il y a d'applis, et il y a un paquet d'applis. Donc voilà, vous connectez avec votre compte expert et de là vous pouvez accéder à tout le process et j'ai aucun doute sur le fait que vous allez réussir à remplir les bonnes cases, c'est assez simple. Alors aujourd'hui on a déjà reçu quelques demandes qui ont été faites sur le site et donc ça ce sont les demandes qui portent sur des dénominations ou des spécialisations qui ne sont pas prévalidés par le Conseil supérieur et qui ne sont pas dans la première liste que vous avez pu voir lorsque Mélodie vous a fait la présentation. Alors, on peut en parler parce que ça va répondre, je pense, à pas mal de questions. Qu'elles sont, a priori, par principe, acceptables ou pas acceptables? En réalité, la grille de lecture qu'on envisage de retenir au niveau de l'ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France, c'est de savoir si vous êtes capable de nous confirmer, de nous préciser en quoi vous estimez qu'il s'agit d'une véritable spécialisation. Alors, je vais en profiter pour répondre à la question de Patrick. Patrick est spécialisé dans la consolidation. Alors, il y avait une première analyse qui a été faite qui consistait à dire, voilà, on va s'appuyer sur ce qui est du domaine de l'article 2. Alors l'article 2, c'est l'article 2 de l'ordonnance de 45, celle qui définit en fait ce qu'est un expert comptable. Donc un expert comptable est la personne qui fait la révision des comptes, l'arrêté des comptes, la consolidation des comptes, etc., etc. Donc tout ce qui est du domaine de l'article 2 ne pourrait pas faire l'objet d'une demande de spécialisation. Ça, c'est le principe. Et puis, il y aurait tout ce qui est de l'article 22. Donc l'article 22, c'est tout ce qu'on peut faire en parallèle et qui n'est pas dans le domaine réservé des experts comptables. Et donc voilà le critère, la première grille de lecture qui a été proposée. Malheureusement, elle ne répond pas à la réalité concrète. Exemple, dans la liste des spécialisations possibles, on a normes IFRS. Or, les normes IFRS, pour moi, c'est bien du ressort de l'article 2. De la même manière, on n'a pas dans cette première liste, et comme le relevait Patrick, la consolidation. Mais pour autant, les normes IFRS et la consolidation sont bien des spécialisations. Et je ne connais pas beaucoup de consoeurs et de confrères qui se lancent dans l'établissement de comptes consolidés sans avoir eu une expérience particulière dans ce domaine à un moment donné dans leur carrière ou sans être capable de se spécialiser. C'est que ça demande quand même une technicité, des outils qui ne sont pas communs et courants dans la plupart des cabinets. De la même manière, on n'établit pas des comptes aux normes IFRS si on n'a pas été spécifiquement formé. Et donc, reconnaître la spécialisation aux normes IFRS, ça veut dire nécessairement qu'on écarte cette grille de lecture, cette analyse qui consisterait à
tenir comme spécialisation que ce qui est non du ressort, enfin tout ce qui n'est pas du ressort de l'article 2. Donc il faut dépasser ce stade et se poser la question autrement, c'est se dire est-ce qu'il y a effectivement une demande du marché et est-ce qu'il y a la possibilité de démontrer par l'expert comptable qu'il détient un savoir-faire particulier qui n'est pas commun et qui n'est pas courant et qui n'est pas connu par l'ensemble des experts comptables. Voilà le critère. Est-ce qu'on sort de l'offre traditionnelle des experts comptables pour les missions classiques récurrentes qu'on connaît tous? Alors, si on prend la première liste là, expertise financière en matière de divorce, bah, a priori, on pourrait tous être capables de le faire. Néanmoins, ça nécessite une pratique de collecte d'informations dans un environnement qui n'est pas nécessairement hyper consensuel. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce type de mission. Enfin, moi, il m'est arrivé effectivement que des avocats m'appellent pour me demander si je voulais faire un audit financier pour estimer le patrimoine du conjoint dans le cadre d'une procédure de divorce. C'est pas des missions super consensuelles, hein, évidemment. Il y a un léger litige entre les conjoints qui divorcent sur le montant de la prestation compensatoire qu'il va falloir verser. Et donc, ça nécessite du temps, de l'expérience, un savoir-faire particulier. Donc, à moi, enfin, de mon analyse, et on a échangé avec les membres de la commission, on partage un peu ce point de vue, s'il est capable de démontrer qu'il y a une expertise récurrente en matière d'expertise financière en matière de divorce, je ne vois pas pourquoi on pourrait refuser cette spécialisation. Fiscalité, vous allez me dire, bah, tous les experts comptables font de la fiscalité, je suis d'accord, mais certains en font à des niveaux différents. Je ne sais pas si vous connaissez notre confrère Patrick Morgenstein, qui est expert comptable, mais qui est auteur du manuel de consolidation d'intégration fiscale, excusez-moi. Il a écrit un bouquin de 800 pages sur l'intégration fiscale. Il a des diplômes en fiscalité que n'ont pas la plupart des experts comptables. Donc, si vous faites des consultations en matière fiscale, si vous avez un diplôme de fiscalité que vous avez pâché à Dijon ou ailleurs, et que vous êtes reconnu comme un expert en matière de fiscalité, vous écrivez des articles dans les journaux, voilà. Il n'y a aucune raison de ne pas être reconnu comme expert fiscaliste. Vous voyez, on est bien pourtant là dans l'article 2. Okay, mais le critère qui consiste à dire est-ce que c'est un domaine que l'expert comptable connaît ne me semble pas être pertinent. Ce qui est pertinent, c'est de savoir si vous faites des missions qui sont des missions de spécialistes. Et une mission spécialiste, c'est une expertise particulière dans un domaine pointu, reconnu. Accompagnement des offices notariaux, notariat, BTP, tout ça ne pose pas de difficulté. Alors, en ce qui concerne une demande qui concernerait un secteur d'activité, on peut faire une première analyse qui consisterait à se dire, est-ce qu'il y a des particularités qui justifieraient d'avoir une connaissance spécialisée? Mais c'est une analyse qui est éminemment subjective. Éminemment subjective. Qu'est-ce qui laisse entendre qu'un bar tabac n'a pas de spécificité technique plus compliquée qu'une SS2I? Honnêtement, on ne connaît pas, nous, membres de la commission, tous les secteurs d'activité, et on n'est pas capable d'apprécier si chacun d'entre eux a une exigence en termes de technicité qui dépasserait tel ou tel niveau. C'est-à-dire quoi, il y aura des comptas faciles et des comptas plus compliqués. Ça n'a pas de sens. Donc, en vérité, le seul critère, c'est de savoir si vous avez effectivement, dans ce domaine d'activité, une activité largement dominante. Si vous avez la plupart de vos clients dans le secteur du mode et du luxe, pourquoi ne pas reconnaître la compétence sectorielle mode et luxe? Parce que votre valeur ajoutée, elle n'est pas dans la technicité comptable ou fiscale du secteur, elle est dans la connaissance du secteur. D'accord? Moi, je suis, par exemple, j'ai comme client un boulanger, je ne vais pas pouvoir lui dire grand-chose au moment de l'arrêter des comptes. Par contre, un confrère qui serait spécialisé dans la boulangerie va pouvoir lui apporter une valeur ajoutée qui est très demandée en fait par le marché en vérité, hein, qui sera de lui dire ta farine tu la payes trop cher, ton fournisseur de pétrin ou je sais pas quoi, il te facture plus cher que tes camarades parce que comme j'ai 50 boulangers, je peux te dire que ta marge elle n'est pas au bon niveau, tu as un problème de rentabilité, tu as trop de personnel ou tu en as pas assez. Conseil que quelqu'un qui ne connaît pas le secteur sera incapable d'apporter. Donc à partir de là, il y a une plus-value pour le client et il y a un intérêt à aller dans cette
démarche de spécialisation et dans cette reconnaissance de spécialisation. Donc voilà un peu la grille de lecture qu'on envisage de retenir. Et donc ce qui va répondre à toutes ces demandes. Alors là, accompagnement, BTP, voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu particulières? Oui, accompagnement, je crois qu'il y a une demande. Alors elle n'est pas dans la liste qu'elle a, mais on a reçu une... Ah oui, accompagnement du dirigeant. Accompagnement du dirigeant. Alors ça, pour le coup, je suis un peu sceptique. La vraie question, c'est quelle est la prestation d'accompagnement du dirigeant que notre confrère souhaite voir reconnaître comme étant une spécialisation. Il va falloir qu'il soit assez précis dans sa demande. Ça veut rien dire accompagnement du dirigeant. On accompagne tous les dirigeants. Hein. On n'accompagne pas des extraterrestres. On accompagne des chefs d'entreprise, des dirigeants dans leur boîte. Alors, parfois, on a des filiales d'entreprise, mais souvent, on a en face de nous des dirigeants. Donc, on accompagne tous les dirigeants. Là, pour moi, accompagnement du dirigeant, ça me semble mal barré. D'accord. Maintenant, si le confrère m'explique qu'il a une offre de service dédiée, qu'il est capable de proposer à un dirigeant un accompagnement en matière fiscale, sociale, patrimoniale, juridique, administrative, qui fournit des services de secrétariat, qui gère les baux, l'abonnement à Canal+ et à Netflix, voilà, j'en sais rien. Voilà. Peut-être qu'il y a effectivement un domaine particulier qui justifierait d'être l'accompagnement administratif du dirigeant. Pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, l'accompagnement du dirigeant, ça me semble mal parti. Bon, voilà un peu la manière dont on envisage d'étudier les dossiers qui vont nous être soumis à la commission et à Mélodie et à l'ensemble des élus de l'ordre, puisqu'évidemment, la décision finale d'accepter ou de refuser une demande de reconnaissance de compétences spécialisées sera prise par le conseil régional, donc avec l'ensemble des élus. Et donc il va falloir à la fois que la commission étudie les dossiers et les instruise, et ensuite les défende devant le conseil pour que cette compétence soit effectivement reconnue. Donc voilà un peu comment on envisage de traiter le truc. Je vous propose de répondre aux nombreuses questions qui ont été posées. Alors, je vais les lister là toutes là, et puis on va essayer de les prendre dans l'ordre. Ça, je vais essayer d'oublier personne. Alors, la question. Donc, Benoît, tu me dis, est-ce que cette reconnaissance de compétences spécialisées s'applique-t-elle aux diplômés d'expertise comptable qui travaillent en entreprise? Donc, on avait déjà répondu en disant que oui, il n'y avait pas de problème, c'était expert comptable inscrit à l'ordre. Même expert comptable en entreprise, il n'y a pas de souci. Intitulé CSE-EDAF, on y a répondu. Donc, est-ce qu'il est utile de les proposer? La réponse est bien sûr que non. Par contre, il va falloir évidemment pouvoir étayer la demande. Est-ce qu'il serait autorisé aux experts comptables de publier, de dire qu'on est spécialisé dans tel ou tel domaine? Oui, c'est une question de Mohamed El Kabachi. Le principal intérêt de cette démarche, c'est évidemment de pouvoir communiquer auprès de votre environnement, sur votre site internet, sur vos cartes de visite, sur votre papier en tête, que vous êtes spécialisé dans tel ou tel domaine. Hein. Donc évidemment que la communication sera parfaitement autorisée par les instances, il n'y a aucun problème. Patrick me posait la question de savoir pourquoi la spécialisation en consolidation n'était pas préreconnue. Parce que, mon cher Patrick, il y a un débat au sein du Conseil supérieur sur le fait que la consolidation soit de l'article 2, et donc par principe, ils ont estimé que tout ce qui est article 2 n'était pas une compétence, mais cette position n'est pas partagée par le Conseil régional de Paris auquel tu fais partie, et donc je te confirme que ta demande, si elle est bien évidemment étayée, ce dont je ne doute pas puisque c'est ta spécialisation, sera évidemment accordée. Est-ce qu'il faut être à jour de sa cotise et payer son attestation? La réponse est oui. Quel est le timing entre la demande et le retour? Eh bien, le délai, une fois que le dossier est complet, hein, c'est-à-dire que vous avez fourni l'ensemble des documents, est de 2 mois maximum. Après réception de l'AR, voilà. Exactement. Et passer ce délai de 2 mois, si vous n'avez pas eu le retour, c'est considéré comme étant une acceptation tacite. C'est ça, Mélodie? Oui, c'est bien ça.
Donc, ça ne pourra pas dépasser 2 mois. Une fois que votre dossier est complet et que vous l'avez déposé, si dans les 2 mois, on n'est pas revenu vers vous, eh bien, vous pouvez considérer que la reconnaissance a été accordée. Alors, évidemment, on fera en sorte que ça ne soit pas le cas. Non pas qu'on vous accorde la reconnaissance, mais qu'elle soit accordée de manière tacite. Hein, l'idée, c'est qu'avant ce délai de 2 mois, on prenne contact avec vous et qu'on instruise la demande si nécessaire, qu'on échange ou qu'on vous envoie un courrier vous confirmant qu'il n'y a pas de problème. Alors, le support, ça c'est fait. Voilà. Pourquoi limiter la reconnaissance de la compétence spécialisée sur 5 ans? Quels sont... voilà. Attendez, j'ai perdu la question. Pourquoi limiter la reconnaissance sur 5 ans? Quels sont les éléments retenus pour limiter cette durée de validité? C'est une bonne question. Il fallait nécessairement qu'il y ait une limite. Pourquoi? Parce que une spécialisation qui n'est pas pratiquée n'en est plus une. D'accord? Vous pouvez très bien avoir aujourd'hui un quart de vos clients dans un domaine d'activité, et puis l'effet de l'évolution fait que dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, ça ne représente plus que une partie non significative de votre pratique professionnelle. Donc on ne peut pas imaginer que vous ayez une reconnaissance à vie. Donc il fallait fixer une durée. Le Conseil supérieur a estimé que 5 ans était une durée raisonnable. Alors, maintenant, un renouvellement de dossier, dès lors que vous pouvez justifier avoir suivi les formations de 40 heures sur les 5 années et que vous redéposez les mêmes éléments que ceux que vous avez déposés à l'époque, ça va prendre quelques minutes. Il faut savoir que toute la demande est gratuite, à part évidemment le temps que vous allez perdre à la faire. Et donc, bon, voilà, il faut, au bout de 5 ans, il faudra prendre la peine de réactualiser la demande pour pouvoir poursuivre la mention spécialisation telle que vous l'avez demandé. Alors, concernant la reconnaissance de l'expérience professionnelle, est-ce que les missions de sous-traitance avec des confrères peuvent être acceptées? C'est une question de Vincent. La réponse est oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si vous avez eu des missions en lien direct avec les clients, mais bien si vous avez une expertise particulière. Vraiment, on va essayer de s'attacher au fond. Hein. Le fond, c'est de savoir si quand vous nous dites je veux être reconnu comme étant compétent dans tel ou tel domaine, ça correspond à une réalité. Voilà, donc si vous avez effectivement pratiqué des missions nombreuses et variées dans un domaine d'activité, il n'y a aucune raison que ça soit un blocage, le fait de l'avoir fait en sous-traitance. Est-ce que le mémoire du DEC peut servir de justificatif pour la spécialisation? Question de Maldoror. Évidemment. Évidemment. Si vous avez fait un mémoire sur un sujet, vous êtes évidemment bien placé pour faire une demande de reconnaissance de spécialisation sur la thématique de ce mémoire. Là, pour le coup, vous avez tous les éléments pour pouvoir le faire. Les 10% d'activité minimum pour une spécialisation, ça c'est une question bizarre. Ah oui, Christophe, il a complété après. Faut-il comprendre 10% du temps de travail ou 10% du chiffre d'affaires? Il pense notamment à la spécialisation. Voilà. C'est 10% de l'activité, mais dans les renseignements qui sont demandés, on demande également la proportion des dossiers qui sont traités et ce que ça représente dans le CA hors taxe annuelle des 3 dernières années. Donc, vous avez justement la possibilité de renseigner toutes ces informations et notamment par la suite, vous pouvez rajouter toutes sortes d'activités connexes aux travaux de recherche. Vous avez à nouveau des parties qui sont spécialement prévues pour. Voilà. Donc 10% de l'activité, c'est évidemment 10% du temps passé. On peut comprendre effectivement que si vous accompagnez des startups, votre taux de facturation tient compte de la capacité contributive plus faible de ces sociétés en démarrage. Et donc, ça sera évidemment le temps de travail et l'activité et non pas uniquement 10% du chiffre d'affaires. Est-ce que la vidéo sera en replay? Nous dit Sarah, qui a quitté la réunion. La réponse est oui. Donc elle arrive en retard, elle est partie en avance, et donc je lui réponds quand même. Est-ce que cette compétence apparaît sur l'annuaire? Question de Thierry Aidant. Excellente question, cher Thierry. Aujourd'hui, il n'est pas prévu d'annuaire national accessible en ligne avec la liste des experts comptables triés par spécialisation. Il est prévu que ces spécialisations ne soient pas rattachées au tableau. D'accord. Donc, lorsque vous interrogez le tableau, l'annuaire qui est prévu en ligne sur le site du Conseil Sup, vous ne verrez pas apparaître les spécialisations, les demandes de spécialisation qui ont été faites
en aucun cas. Est-ce qu'il y aura une liste complémentaire annexe? Peut-être dans le futur, mais aujourd'hui, rien n'est prévu. Évidemment, le conseil régional et le conseil supérieur auront la liste des demandes de compétences qui ont été demandées et reconnues, nécessairement parce qu'il faut qu'on vérifie dans le cadre des contrôles qualité s'il y a une demande de reconnaissance qui a été faite, mais il n'est pas prévu que le public puisse accéder à la liste des experts comptables triés par compétences. Voilà. Donc, ce sujet-là est un sujet éminemment compliqué qui n'a pas été tranché par le Conseil supérieur. En ce sens que aucun accord n'a pu être trouvé sur l'intérêt qu'il pouvait y avoir à publier cette liste. C'est évidemment la première demande en fait des tiers. Hein. C'est-à-dire que souvent les clients, quand ils cherchent un expert comptable, ils cherchent un expert comptable par proximité. Premier critère, hein, vous allez sur Google et tape l'adresse, ils préfèrent travailler avec un expert comptable pas loin. Et puis, s'il est possible qu'ils connaissent le secteur d'activité, enfin, je sais pas si, j'imagine que vous avez déjà fait des rendez-vous avec des clients et des prospects, la plupart d'entre eux s'interrogent sur le fait de savoir si vous connaissez leur secteur d'activité, voilà, ou quelles sont vos demandes spécifiques s'ils ont un problème particulier. Bon, voilà. Mais pour le moment, il n'y aura pas d'annuaire, ce qui fait en sorte que la reconnaissance de compétences spécialisées est essentiellement un outil de communication interne au cabinet. Hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir évidemment en faire état dans votre communication personnelle. Alors, on a Philippe qui est spécialisé dans une suite logicielle, ce qui est un avantage concurrentiel pour aider certains clients. Est-ce possible de considérer cette spécialisation? Bah, là, mon cher Philippe, en l'état, le fait d'être spécialisé dans les outils de gestion de RCA ne me semble pas, en l'occurrence, pouvoir faire l'objet d'une spécialisation. Hein. C'est pas parce que tu fais des bilans imagés ou que tu fais des tableaux de bord pour tes clients que tu fais état d'une spécialisation particulière qui crée un décalage par rapport à la pratique quotidienne de l'ensemble des experts comptables. Donc pour moi, ça va être compliqué d'expliquer en quoi le fait d'utiliser les outils d'RCA puisse faire l'objet d'une spécialisation. Mission RH, nous demande Zouri, Brahim. Bah, réponse oui, à condition que vous fassiez vraiment des missions de conseil en RH. D'accord. Si vous facturez des prestations avec des lettres de mission, une mission d'accompagnement, il n'y a aucun problème. Vous êtes un spécialiste du RH. Ce qu'il faut, c'est évidemment le démontrer. Combien de dossiers à date? Bah, il n'y a pas de limite. Hein, le seuil, c'est 10% de votre activité. Donc, si vous pouvez avoir un dossier ou deux dossiers qui représentent 50% de votre activité. Supérieur à 1. C'est ça, il faut que ça soit supérieur à 1 au moins. Il faut que ça soit validé au moins dans votre processus de demande. Quelle transparence sur les décisions de la commission, publication des reconnaissances au fil de l'eau? Exactement, Laurence. En fait, on va essayer de communiquer et on va expliquer pourquoi on a reconnu ou pas telle ou telle compétence. On mettra ça en ligne pour que tous les experts comptables puissent les consulter. Hein. Ça sert à rien de perdre votre temps à remplir des dossiers si vous estimez que en lisant l'historique de demandes qui ont été faites et des refus, vous rentrez dans les cases, hein, on va tous gagner du temps, vous et nous. Donc on va essayer d'être le plus transparent possible sur cette démarche, à la fois pour que tout le monde comprenne bien quelle est la grille de lecture que va appliquer le conseil régional, hein, quels sont les critères qui vont nous permettre de distinguer ce qui doit faire l'objet d'une compétence spécialisée de ce qui ne doit pas en faire l'objet, parce que il faut écarter au maximum l'arbitraire dans ce type de processus. Donc, on va essayer d'être le plus transparent possible. On communiquera sur les demandes et les réponses. Et donc, vous n'hésitez pas, évidemment, à consulter ça avant de vous lancer dans une demande. Donc, Zouri Brahim nous dit qu'il est spécialisé en droit social, paye et accompagnement RH et qu'il y consacre plus de 700 heures. Eh bien, dans ce cas-là, mon frère Brahim, tu as toutes les raisons de pouvoir faire reconnaître ta compétence spécialisée. Alors, Céline dépend du conseil régional de Rhône-Alpes et n'a pas d'information. Eh bien, ma chère Céline, je t'invite à contacter ton CRO qui va te répondre
directement. J'imagine qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'organiser la petite conférence qu'on est en train de faire maintenant, mais ils devraient le faire bientôt. Patrick me remercie pour la clarté de ma réponse. Merci mon cher Patrick. J'essaye de faire ce que je peux. Alors, Camélia me demande si il y aura un replay du webinaire prévu. La réponse est oui. Donc, on vous fera un mail pour vous communiquer le lien qui vous permettra de voir cette conférence en replay. Est-ce que la combinaison des comptes est une spécialité? Alors là, a priori, ça me semble pas évident du tout. Parce que la combinaison, enfin, de ce que je comprends, c'est une sorte de conso sans être une conso entre sociétés qui sont pas liées directement. Moi, je t'invite, Bérangère, à chercher une autre spécialisation que celle-ci. Alors, Céline me demande si la thématique est la spécialisation. Donc spécialisé en spécialisation. Oui, bah, alors, il y en a qui veulent aussi être spécialisés en tout. Est-ce qu'on peut se spécialiser en tout? La réponse est non, évidemment, ça ne marche pas. On ne peut pas non plus être spécialisé en spécialisation. Est-ce qu'une certification suite à une formation associée ICCF Finance de 96 heures obtenues cette année en matière d'évaluation d'analyse financière, etc., peut être retenue? Oui, bien sûr. En fait, ce qui permet d'appuyer la demande de spécialisation, c'est à la fois un diplôme que vous avez eu à moins de 5 ans. Alors pourquoi 5 ans? Même principe. Hein. On part du principe que si vous avez un diplôme et que vous n'avez pas pratiqué, vous n'êtes pas capable de démontrer que vous avez une expérience, une pratique professionnelle, c'est pas un vieux diplôme que vous avez passé il y a plus de 5 ans qui va vous aider à être un vrai spécialiste. D'accord? Donc il faut bien combiner diplôme et expérience professionnelle s'il a plus de 5 ans. S'il a moins de 5 ans, par contre, vous venez de le passer, bah, on part du principe que si vous avez fait une formation de 96 heures, il n'y a pas de problème. Alors, Benoît me demande pourquoi est-il pertinent de demander la reconnaissance de code spécialité auprès du conseil général pour un expert comptable qui a une certification CISA par exemple, quelle est la valeur ajoutée? Excellente question, on va y répondre tout de suite. Et ensuite une question précise sur un diplôme délivré par le CNAM Intech. Même chose, en fait, ça dépend du nombre d'heures. Je ne sais pas si tu as des précisions, Mélodie, sur le nombre d'heures de formation nécessaires pour que le diplôme Les soit formations, alors oui, c'est 120 heures, mais avec une souplesse de 110, 130. Donc, si jamais vous êtes en dessous des 110, il vaut mieux compléter avec des informations pour justement, il y a une certaine souplesse qui est quand même observée dans la demande, mais renseigner le maximum d'informations, que ce soit une expérience, même si c'est sur la dernière année, c'est mieux de coupler formation et expérience quand vous êtes en dessous des 110 heures. Bon, en l'occurrence, la demande de Gabriel portait sur une formation CNAM de 180 heures. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Il y a Mohamed Layani qui nous dit qu'il a écrit une dizaine de livres qui sont liés à son métier. Est-ce que c'est une preuve de spécialisation? Ah oui, le fait d'avoir écrit des articles, publiés, de participer à des conférences, d'animer des conférences, tout ça évidemment c'est une preuve d'expertise particulière. Il n'y a pas de question. Alors, on va peut-être passer sur la dernière question, qui est celle en fait. Oui, le dernier slide. Alors, est-ce qu'il est pertinent de demander la reconnaissance des compétences spécialisées? C'est une bonne question. En vérité, la question, elle est différente. Attendez, je vais essayer de fermer cette fenêtre. Voilà, hop. La vraie question, c'est est-ce que ça s'inscrit dans ma stratégie? C'est quel est mon positionnement en termes au niveau de mon cabinet? C'est ça la question. Il n'y a pas d'intérêt à faire une demande de spécialisation si vous n'avez pas décidé que votre stratégie était d'être un cabinet spécialisé. C'est quoi les risques de la spécialisation? C'est de vous retrouver à terme avec une activité qui est monosectorielle. Si vous faites une demande d'activité, vous voulez vous spécialiser dans la restauration, vous faites une demande de reconnaissance de compétences spécialisées en CHR, bah, la crise du Covid vient de nous expliquer que ce n'était pas nécessairement une super bonne idée. Vous avez, si c'est l'essentiel de vos clients, vous avez l'essentiel de vos clients qui sont fermés sans activité. Si vous êtes spécialisé dans les activités monoculturelles, culturelles, voilà, vous n'avez plus, vos clients n'ont plus d'activité. C'est-à-dire que vous êtes susceptible de subir les risques systémiques du secteur d'activité dans lequel vous êtes spécialisé. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est qu'évidemment, ça sera plus compliqué de recruter
si vous proposez à vos collaborateurs, à vos experts comptables stagiaires, des missions qui vont manquer de diversité. Hein, après avoir traité le Xème restaurant, bon, vous avez envie de voir autre chose. Voilà. Donc pour des collaborateurs, ça peut être plus compliqué. Et enfin, un client qui est hors secteur aura peut-être plus de réticence à rejoindre votre cabinet s'il voit que vous êtes le spécialiste de la boulangerie, alors que lui, il n'est pas boulanger, mais il est boucher ou je sais pas moi, ou c'est aussi informatique. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut nécessairement que ça s'inscrive dans une stratégie réfléchie. La vraie question, c'est quoi votre projet cabinet? Est-ce que vous envisagez de développer votre cabinet sur cette spécialisation? Est-ce que vous êtes prêt à faire l'effort de faire une demande au CRO, de l'étayer, de l'instruire, et que vous pensez que c'est la bannière la plus performante, la plus utile pour vous développer? C'est ça le sujet, c'est ça la question. La première question, c'est celle-ci. Si c'est le cas, à ce moment-là, il n'y a pas d'hésitation, il faut aller faire une reconnaissance de compétences spécialisées. Ça vous donnera un label supplémentaire que la simple auto-déclaration que vous pourriez faire en disant j'ai une activité dominante dans tel ou tel secteur. Voilà, vous pouvez dire, ben voilà, je suis expert comptable spécialiste de la boulangerie. C'est une demande qui a été validée par l'ordre des experts comptables. Voilà. Donc c'est un choix. Quel est l'intérêt? Bah, évidemment, c'est d'avoir une meilleure rentabilité en termes de compétences et de maîtrise des dossiers. On a pas mal de cabinets, par exemple, on n'a pas reçu cette demande, ce qui me surprend, mais il y a beaucoup de cabinets qui sont spécialisés LMP, LMNP. D'accord. Vous pouvez tous traiter demain un LMP, LMP. C'est pas très compliqué. Par contre, vous allez perdre 2, 3 jours à vous poser des questions, ou faire des nœuds au cerveau, à quel prix j'inscris le bien à l'actif du bilan, sur quelle durée je l'amortis. Bon, tout ça, c'est des questions que vous allez devoir vous poser quand vous allez avoir le dossier. Mais une fois que vous l'avez posé une fois, vous avez le deuxième dossier, le troisième, le cinquième, le dixième, le 20e, bah, vous allez gagner beaucoup de temps. Vous allez être plus performant, plus efficace. Vous allez pouvoir avoir des collaborateurs qui sont formés, qui ont déjà traité eux aussi tous ces dossiers, et donc qui ont l'habitude de les revoir, et donc vous allez gagner en rentabilité et en compétitivité. Et puis évidemment, si vous êtes spécialisé dans ce secteur, bah, souvent les clients se fréquentent au sein d'un même secteur. Quand vous avez des clients restaurateurs, ils ont des copains qui sont aussi restaurateurs, et donc vous allez pouvoir récupérer des clients dans la restauration, ou pareil dans les SSUI, ou pareil dans les LMP, etc. Donc voilà, donc ça c'est un choix qui est stratégique. Après, il y a aussi d'autres conséquences. Deuxième niveau, c'est que si vous faites une boulette dans un dossier et vous avez fait une demande de reconnaissance de spécialisation, à mon avis, vous n'allez pas vous n'allez pas avoir les circonstances atténuantes en matière de responsabilité civile. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes trompé et, 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 et c'est votre domaine de spécialisation. Le risque en termes de responsabilité civile sera aggravé parce que vous avez fait état d'une compétence qui fait que vous n'auriez pas dû encore plus vous tromper que. Rien que le fait déjà des experts comptables, c'est qu'on n'a pas le droit de se tromper, mais alors le fait d'être expert comptable spécialisé dans le domaine dans lequel on se trompe, là, ça va devenir un peu plus compliqué. Voilà. Après, cette reconnaissance de compétences spécialisées, en vérité, elle répond surtout à une demande de l'environnement. D'accord? C'est-à-dire que nombreux sont les appels passés à l'ordre de sociétés, d'organismes, de fédérations professionnelles qui nous réclament des experts comptables spécialisés dans tel ou tel domaine. D'accord, on a une demande de la Chambre des notaires qui souhaite avoir une liste d'experts comptables spécialisés dans les études notariales parce qu'ils ont du mal à trouver des experts comptables qui acceptent de prendre des études notariales parce qu'ils estiment que c'est compliqué à traiter. Bon, voilà, donc c'est une demande de fédération professionnelle. De la même manière, le nombre de candidats à des élections qui souhaitent avoir accès à un expert comptable spécialisé dans les comptes de campagne, euh, c'est sans fin. Donc le marché est demandeur de spécialisation. Est-ce que nous, experts comptables, on est demandeur de spécialisation? La réponse est ça dépend. Ça dépend de votre positionnement, de votre stratégie, de la manière dont vous voyez votre cabinet, son développement et son positionnement marketing. Alors, attendez, on va essayer de sortir les questions. Je ne sais pas s'il y en a eu des nouvelles qui sont rentrées. Je ne sais pas si Mélodie, tu veux rajouter des choses.
Non, ça me paraît très clair, comme ça a été dit. Il n'y a pas une nouvelle question de ce que je vois. Alors, si, il y en a. Alors, attendez, il faut que j'y arrive. Alors, hop. Est-ce que j'ai des questions? Bah non, pour moi, il n'y a plus de questions. Non, La dernière pour moi non question, plus. c'était... Non, pas de questions. Sauf erreur de ma part. Ah, si, elles arrivent, non, c'est ça? Non, non, c'est bon. Non, il n'y a plus de questions. Non, Et non, ben c'est voilà, exact. formidable. Eh bien, il est 19h20, c'est super. Euh, Est-ce qu'on a une chose à rajouter, Mélodie? Non? Tout est clair? Non, et puis il y a l'adresse mail, donc on reste disponible si vous avez des questions par la suite. Et le support sera envoyé par la suite également. Voilà, ça c'est l'adresse mail compétences@oec-paris.fr. Le support sera envoyé et le replay sera également disponible par la suite. Bon conseil, c'est si vous avez une demande à faire qui n'est pas dans la liste, qui est un peu particulière, qui est un peu chaude, c'est un petit mail à Mélodie, hein, compétences@oc-paris.fr, un coup de fil, vous nous appelez, on échange, on discute et on vous dit si ça vaut le coup ou pas de perdre du temps à faire un dossier complet. Ça va éviter à tous une grosse perte d'énergie. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi ce webinaire du 50 de Londres. Et puis rendez-vous aux universités d'été des 3-4 des 2, 3, 4 septembre au Palais des Congrès. Voilà, à très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir Merci, Laurent. au revoir. Merci Mélodie. Merci. C'est coupé ou pas, non? Je pense qu'il faut qu'on coupe.